Je vous propose de poursuivre avec une présentation de Jean-Philippe Vert de l'école des mines de Mines ParisTech. Donc Jean-Philippe est le directeur du centre CBio, qui est le centre de bioinformatique de Mines ParisTech, et directeur adjoint aussi d'une UMR, unité mixte de recherche entre Mines ParisTech, l'INSERM et l'Institut Curie sur la bioinformatique du cancer. Et donc ces travaux de recherche portent sur l'apprentissage statistique et ses applications en recherche biomédicale, et en particulier pour le développement de nouvelles thérapies contre le cancer. Et il ne l'a pas mis dans sa bio, mais Jean-Philippe est aussi titulaire d'un ERC Grant aussi sur le sujet. C'est ça. Voilà. Et il va nous parler aujourd'hui des big data pour la médecine personnalisée. À toi la parole. Merci, merci aux organisateurs de me donner cette occasion. Alors je dois dire que j'ai adapté le titre à la journée, j'ai mis Big Data. Bon, on va voir ce que c'est que le Big Data en biologie. Je dirais que c'est du Big Data par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans, mais c'est du petit data par rapport au Google et aux images, etc. Néanmoins, le but de mon intervention, ça va être essentiellement de vous montrer quels sont les datas qui apparaissent en biologie-médecine de plus en plus, en quoi elles impactent la recherche et, j'espère, les traitements dans les années qui viennent, et quel rôle on peut y jouer. Alors, de quelle data est-ce qu'on parle? Je vais juste me concentrer sur un type de data qui forment de plus en plus c'est ça qu'on appelle le big data, qui remplissent les disques durs et les serveurs des hôpitaux et des laboratoires de biologie. C'est ce qu'on appelle des séquences. Donc ça se rapproche, ça ressemble à du texte. Qu'est-ce que c'est que ces séquences? Eh bien, le type de data le plus élémentaire qu'on peut obtenir, c'est ce qu'on appelle des séquences d'ADN. Alors laissez-moi juste vous rappeler en deux mots d'où ça sort, tout ça. Si vous prenez un corps humain à peu près adulte, il est constitué d'environ 100 000 milliards de cellules. Le corps humain est fait de cellules, c'est des cellules humaines. Donc au début, quand un embryon apparaît, au début, il y a une cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8, etc. À l'âge adulte, on est à 100 000 milliards. Chacune des cellules les cellules varient entre une cellule de peau, une cellule de foie, une cellule de sang. Elles sont un peu différentes, mais elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles contiennent toutes le patrimoine génétique de l'individu, qui est codé dans des molécules qu'on appelle l'ADN. D'accord ? Donc c'est dans les chromosomes, dans le noyau de la cellule. Donc dans chacune de vos 100 000 milliards de cellules, vous avez 46 chromosomes qui, quand on les déroule, codent un texte. Et le texte fait environ 6 milliards de lettres. Okay, donc ça ne veut pas dire qu'on a ces données encore sur le disque dur, mais c'est-à-dire que potentiellement, dans un être humain, vous avez 100 000 milliards de cellules qui contiennent 6 milliards de lettres. Alors, une petite remarque, c'est que ça, c'est quand je parle juste de l'être humain. En fait, si on regarde un être humain, il est constitué surtout de bactéries. Il y a 10 fois plus de cellules de bactéries que de cellules humaines dans un corps humain. Donc il y a aussi des recherches sur ce qu'on appelle le microbiome. Et donc il n'y a pas 100 000 milliards, il y a je sais plus comment on dit, 1 million de milliards de bactéries dans un corps humain, qui eux-mêmes ont de l'ADN. Alors tout ça, on le sait depuis longtemps, hein, mais jusqu'à présent, la biologie ne s'intéressait pas trop à ces chiffres. Elle faisait plutôt des expériences avec des pipettes, etc. Mais au XXe siècle, donc dans les années 50, la structure de l'ADN est découverte, puis dans les années 70, les biotechnologies ont fait des progrès, et on a développé des techniques pour réussir à lire, à décrypter l'ADN, c'est-à-dire à lire le texte. Donc le texte est fait de 4 lettres, ACGT, et on a réussi petit à petit à lire la suite d'ACGT qui est dans une cellule. Alors toute cette recherche, elle a essentiellement vécu une révolution. C'est un projet qui s'appelait le projet Génome Humain, qui a duré 13 ans, entre 1990 et 2003. C'était un grand projet international qui a coûté 3 milliards de dollars et dont le but était de séquencer un ADN humain. Alors un ADN humain, juste pour clarifier les choses, les êtres humains sont tous différents, donc on a tous des ADN différents. Au sein d'un être humain, toutes les cellules sont censées être à peu près les mêmes, mais à chaque division cellulaire, il y a des petites erreurs, donc il y a aussi des petites différences. Quand on dit séquencer l'ADN humain, c'est prendre un échantillon de 12 personnes dans le monde, mélanger les cellules et essayer de lire avec un taux d'erreur pas trop élevé la séquence moyenne. Donc on est tous égaux au niveau de l'ADN à 99,9%. Donc séquencer l'ADN humain, c'est lire la partie commune, les 99,9% qui sont communes à tous les êtres humains.
Et donc ça s'était réalisé en 2003. Donc à partir de là, ce n'était pas encore du big data, mais en 2003, on pouvait télécharger sur un fichier de 2 gigaoctets qui contenait la séquence moyenne une séquence de 6 milliards de lettres qui décrivait un être humain. Et potentiellement, potentiellement ce texte code, c'est le patrimoine génétique, potentiellement il code un message qui permet de faire fonctionner les cellules, donc potentiellement de comprendre ce qui fait qu'une cellule ne fonctionne plus, les maladies, etc. Ça, c'était il y a 11 ans. Alors depuis 11 ans, il s'est passé une deuxième chose, c'est que les techniques pour séquencer le génome humain ont été révolutionnées. Ce graphe est un graphe qu'on montre assez souvent, mais qui montre à quelle vitesse, enfin là on parle en termes de coût, combien ça coûte de séquencer un génome humain. Donc j'ai dit le génome humain, le premier, ça a pris 3 milliards de dollars sur 13 ans. Aujourd'hui, on fait la même chose pour 1000 $ en 3 jours. Ça a été publié en janvier, on a atteint le seuil que les gens s'étaient fixés. Cette courbe montre l'évolution du prix, donc là elle commence qu'en 2001 où déjà on était à 100 millions de dollars. L'échelle verticale est logarithmique, donc à chaque fois qu'on baisse, on divise par 10 le coût. Donc là, la courbe s'arrête entre 1000 et 10 000 $. Et encore une fois, en janvier, si vous avez lu les journaux, vous avez peut-être vu que la société Illumina proposait un séquenceur dont elle prétend qu'elle permet de séquencer un génome humain pour 1000 $. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 11 ans, on pouvait séquencer un génome humain et on pouvait se poser des questions du genre quelle est la différence entre différentes espèces, entre l'homme, le singe, entre un singe et une bactérie, entre les mammifères, etc. Donc on pouvait faire des choses comme ça. Et on pouvait commencer à regarder en gros comment fonctionnait un organisme, trouver les gènes, étudier les séquences de gènes, etc. Quelques années plus tard, donc je dirais dans les années 2010, quand les coûts ont baissé mettons moins de 100 000 $, il a commencé à y avoir des projets qui disaient on peut peut-être collecter plusieurs génomes humains, vu que maintenant on sait les faire plus rapidement et pour moins cher. Donc, par exemple, il y avait un projet qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelait le 1000 Genomes. Donc, le but était de séquencer 1000 personnes réparties dans le monde pour commencer à en comparant les génomes, mieux voir les différences entre les populations, commencer à faire des associations entre les génomes et les risques de maladies, etc. Aujourd'hui, à 1000 $, et sachant que ça risque de continuer, je pense que je peux prédire sans trop prendre de risques que dans 5 ans, au moins la moitié de la salle aura séquencé son génome. Peut-être la moitié qui ne le feront pas par réticence, mais disons que ça va devenir complètement automatique. C'est déjà presque automatique dans les hôpitaux pour certaines pathologies. Donc, nous, on travaille sur l'étude du cancer. Il est clair que dans 5 ans, toutes les personnes qui viendront à l'Institut Curie ou dans les principaux hôpitaux pour se faire traiter d'un cancer, on commencera par séquencer leur tumeur, parce que ça va coûter rien et ça apporte pas mal d'informations. Donc ça veut dire que le type de question qu'on peut se poser maintenant, c'est vraiment de la génomique personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut regarder chaque individu, regarder sa séquence de lettres, comparer entre individus et commencer à faire des modèles de régression, de classification pour associer les différences du génome avec ce qu'on appelle des phénotypes, donc des propriétés comme le risque de maladie, ou dans le cas de la cancérologie, comme le fait qu'une tumeur va répondre ou non à un traitement. Et donc on s'achemine vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, qui est de dire maintenant, quand je vais donner un traitement à quelqu'un, je ne vais pas seulement regarder globalement la forme de la maladie, mais je vais commencer par lire son ADN et m'appuyer sur des modèles qui me diront si, étant donné tel ADN, telle mutation, tel réarrangement, quel est le traitement qui risque de fonctionner. Alors là, j'ai parlé que du génome. En fait, le génome, c'est un type de données. Je ne vais pas m'étendre, compte tenu du temps, sur les autres types de données, mais c'est un petit peu la face visible d'un iceberg qui est que la biologie devient quantitative. Donc on sait mesurer le génome, on sait mesurer ce qu'on appelle l'expression des gènes, on sait mesurer des choses un petit peu plus compliquées que juste les mutations, mais vraiment comprendre comment le génome peut être réarrangé dans certaines cellules. On peut faire des interactions entre les protéines, on peut faire... il y a beaucoup d'imagerie qui se met en place, de l'imagerie automatisée qui regarde comment les cellules à un niveau supérieur évoluent. Et il y a également un lien qui est possible et qui est un des sujets actuels très chauds, de faire le lien entre la génomique et des connaissances qui ne proviendraient pas de ces technologies, mais qui seraient soit dans la littérature scientifique, soit croiser ça avec les genres du web. En ce moment, il y a des gros débats. Enfin, quand on prend des compagnies qui ont accès à vos mails, à vos agendas, à vos recherches sur Internet, et en plus qui ont votre génome, on imagine qu'elles peuvent essayer d'avoir une vision globale de chaque individu. Il se trouve qu'il y a des compagnies qui font ça.
Voilà, donc il y a des data. Alors, je disais tout à l'heure, c'est des big data, mais un peu moins big que les trillions d'heures de vidéos sur YouTube ou les images. Quand même, ces images, elles ne sont pas encore gratuites. 1 000 $, c'est pas cher, mais c'est quand même pas donné. Donc, on n'est pas dans l'ère des données gratuites. On est dans l'ère où les données coûtent cher. Pas très cher, donc on peut en générer, mais cher quand même. Et un deuxième aspect, c'est que pour nous, les big data, par exemple, quand on s'intéresse à étudier le cancer et à faire le lien entre le génome et les réponses à un traitement, on pourrait voir ça comme un problème de régression, mais c'est un problème pour lequel on a beaucoup de descripteurs pour un échantillon, parce qu'on peut mesurer toutes ses mutations, on peut mesurer toute son expression, etc. Mais on n'a pas beaucoup d'échantillons. C'est-à-dire, heureusement, on n'a pas 10 puissance 12 malades du cancer qui nous permettraient de faire des régressions très, très fines entre un malade et la réponse au traitement. Donc c'est une forme de big data où, en langage statistique, on a un P très grand, donc beaucoup de descripteurs pour chaque échantillon, mais un N, c'est-à-dire le nombre d'échantillons qui, lui, ne va pas tendre vers l'infini, qui va être limité. Néanmoins, les thématiques du big data se posent sur tout ce qui est stockage des données, sur tout ce qui est algorithme distribué, rapide, parce que ces données prennent de la place quand même. Voilà, alors ça c'était assez général. Alors voyons un petit peu plus précisément comment est-ce que comment est-ce que ces données peuvent nous aider à nous diriger vers des questions d'intérêt médical. Donc j'ai parlé du cancer déjà. Si on va être un petit peu plus précis sur ce que c'est que le cancer, donc le cancer c'est une maladie malheureusement qui touche beaucoup de monde. Le cancer c'est une maladie de nos cellules, c'est-à-dire il y a plusieurs causes initiales qui génèrent un cancer, mais la maladie en tant que telle, ce sont des cellules de votre corps qui se mettent à fonctionner différemment de ce qu'elles devraient faire. Et notamment, ce sont des cellules qui vont proliférer, c'est-à-dire qui vont se multiplier indéfiniment, jusqu'à former des tumeurs, des métastases, éventuellement. Donc, ce n'est pas un agent pathogène extérieur qu'il faut analyser, ce sont vos cellules. Et donc cette image montre que ce qui se passe dans le développement tumoral, au début, ce sont des cellules normales qui, pour une raison ou pour une autre, qui peut être soit l'exposition à des rayons ultraviolets, soit des contacts avec des molécules, soit pas de chance, commencent à avoir des mutations ou des changements dans leur ADN qui fait qu'elles acquièrent des nouvelles propriétés et qui malheureusement peuvent devenir malignes. Okay, donc, quand on étudie, donc première chose, il se trouve que, j'ai dit, on est tous différents, on a tous un ADN différent. Et au sein de chacun, quand on développe un cancer, il est bien sûr unique, parce qu'il provient d'une cellule qui est la nôtre, donc une cellule cancéreuse initiale, elle a votre ADN, et en plus, au sein de votre corps, c'est une cellule qui va modifier son ADN pour aboutir à un génome très spécifique. Donc on peut dire qu'une cellule cancéreuse, il n'y en a pas deux pareilles, ni entre individus, ni même au sein d'un corps malade. Du coup, quand on va étudier ça, donc en schématisant à l'extrême, l'étude des cancers, avant c'était regarder les cellules et on voyait, là c'est du sang, on voyait une cellule cancéreuse par rapport à une cellule pas cancéreuse. Bon, on voit qu'elles sont un peu différentes. Après, on a regardé leur génome et on a vu que autant une cellule normale, elle a bien 46 chromosomes qu'on identifie bien. Une cellule cancéreuse, on voit, si on regarde bien, qu'elle a des anomalies au niveau des chromosomes. Donc c'est là qu'est caché l'ADN. Par exemple, celle-là, elle a 3 chromosomes 7. Et puis au niveau du chromosome 8, on a la création d'un nouveau chromosome qui est une fusion de plusieurs bouts d'autres chromosomes. Donc ça, c'est connu depuis plusieurs dizaines d'années. On sait que les cellules cancéreuses ont des anomalies au niveau de l'ADN. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, ce qu'on peut faire, c'est que la même cellule, on va la caractériser par tout un tas de mesures qu'on peut représenter graphiquement sous cette forme, par exemple. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sens de ce dessin, mais qui décrivent à la fois les mutations au niveau de l'ADN, les réarrangements quand il y a plusieurs nouveaux chromosomes qui sont créés, qui décrivent aussi l'activité des gènes, qui décrivent comment ce qu'il y a autour de l'ADN est modifié. Donc voilà comment maintenant on peut décrire une cellule cancéreuse par des milliards de paramètres, contrairement à la vision avant le Big Data qui était quelques mesures, des descriptions physiques, voire moléculaires, mais à très faible résolution. Okay, donc le changement, c'est que maintenant on a ces données, et donc les questions qui se posent, c'est avec ces données, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les opportunités que ça ouvre? Donc les grands thèmes, en cancérologie notamment, mais pas seulement, c'est d'utiliser ces données pour aboutir à... Alors, il y a beaucoup de buzzwords, mais pour aboutir à ce qu'on appellerait par exemple la médecine P4,
c'est-à-dire prédictive, préventive, personnalisée et participative. Bon, ça, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, mais en gros, c'est plutôt que de... Enfin, c'est grâce au fait qu'on a accès à une description très très fine au niveau moléculaire, non seulement des cellules, mais de tout un tas d'informations, on peut espérer, grâce à des outils de data mining et de statistiques, corréler ces informations avec des prédictions sur ce qui risque de se passer. Donc il y a des questions par exemple de pronostic en médecine qui disent concrètement en cancer, hein, si vous venez à l'Institut Curie pour vous faire traiter un cancer du sein pris suffisamment tôt, vous allez avoir de la chirurgie pour enlever la tumeur, quelques traitements standards, et une question importante, c'est quel est le risque de récidive, parce que malheureusement, parfois, la chirurgie suffit pour enlever complètement la cellule cancéreuse, parfois ça ne suffit pas. Donc en prévention, on donne souvent des traitements, chimiothérapie, etc., pour prévenir l'apparition de récidive. Une des questions importantes, c'est est-ce qu'on peut prédire de manière le plus précise possible quel est le risque de récidive, parce que si le risque est très faible, on peut éviter des traitements très pénibles aux patients, et à contrario, si le risque de récidive est élevé, on pourrait augmenter la dose de chimiothérapie préventive pour diminuer ce risque. Donc ça, c'est les questions de pronostic. Et ces questions de pronostic, on est déjà rentré à l'ère un petit peu du pronostic moléculaire. Il y a déjà des produits aujourd'hui utilisés qui ne mesurent pas encore tout l'ADN, mais qui mesurent l'expression de plusieurs dizaines de gènes, qui font un modèle linéaire pour, à partir de toutes ces données, prédire le risque de récidive. Donc ça, c'est déjà un petit peu en place, et le but, c'est d'aller encore plus loin, parce que ça, c'était fait il y a 10 ans, après le séquençage, quand on a eu accès à l'expression des gènes. Aujourd'hui, on a accès à des choses beaucoup plus précises, et on peut espérer améliorer ces modèles. Un autre aspect très important, c'est la prédiction de réponse au traitement, et notamment en cancérologie. On commence à avoir des panoplies assez larges de médicaments possibles, notamment des médicaments ciblés. Donc aujourd'hui, il existe des dizaines de molécules qu'on pourrait donner contre des cancers. La plupart marchent sur une fraction des patients parce qu'elles visent une cible très très précise. Et on ne sait pas très bien encore aujourd'hui prédire sur qui ça va marcher ou pas. Donc la question simple, à formuler en tout cas, c'est de dire est-ce qu'on pourrait faire un modèle qui, étant donné une personne, un malade, peut prédire quelle est la molécule à donner parmi la panoplie de molécules qu'on a. Alors, je vais terminer l'exposé en présentant concrètement un exemple de problème sur lequel on a travaillé récemment. C'est lié à cette question de médecine personnalisée, donc de répondre à la question qui va répondre à un traitement. Et donc, en gros, on va avoir une collection de patients, on va mesurer quelque chose, soit avec des puces ADN, soit du séquençage, et on aimerait prédire quels sont ceux qui risquent de répondre, ceux qui ne vont pas répondre, et ceux qui, au pire, auraient une réponse négative, c'est-à-dire pour lesquels le traitement aggraverait la maladie, et il y en a. Il se trouve que, un petit peu comme dans le domaine du big data, etc., la bioinformatique se lance dans les initiatives de crowdsourcing, donc d'essayer de résoudre des problèmes par communauté, de challenge, un petit peu, vous connaissez peut-être Kaggle en machine learning. Il y a la même chose en bioinformatique, il y a notamment un consortium qui s'appelle DREAM, qui organise chaque année, depuis quelques années, des challenges. Et donc l'année dernière, nous avons, avec l'équipe, participé à un challenge qui s'appelait toxicogénétique. C'est un terme compliqué pour résumer cette question. On a des personnes qui sont décrites par leur ADN, par tout un tas de choses. On a des molécules candidates et on veut prédire quelles molécules vont agir sur quelles personnes. Donc il y avait un challenge organisé qui fournissait des données. Et le type de données, c'est exactement ça. Il y a d'une part, horizontalement, là, il y avait 900 personnes dont on avait mesuré l'ADN et dont on avait mesuré l'expression des gènes. Donc là, c'est des données qui ont été résumées, et ça fait que 1 million de descripteurs ici et 43 000 ici. Donc on décrit une personne par un peu plus d'1 million de paramètres, qui sont son génome et l'activité de ses gènes. En face de ça, on a des molécules. Donc là aussi, ça c'est des molécules qu'on peut donner. Alors là, c'est un mélange de médicaments et puis aussi de molécules environnementales qu'il y a dans l'environnement, qui elles-mêmes peuvent être décrites, ces molécules. Et on se pose la question, on a des mesures qui nous disent quand je mets telle molécule sur telle personne, sur ces cellules, qu'est-ce qui se passe? Et notamment, on s'intéressait à la toxicité. Et on a des mesures de toxicité. Donc vous voyez peut-être la similarité frappante avec des images qu'on a vues plus tôt dans la matinée, où ici, il y aurait des personnes qui regardent des films ou alors qui achètent des livres. On peut décrire les personnes, on peut décrire les livres ou les films, et on a une matrice qui nous dit voilà, qui achète quoi, et est-ce qu'on peut faire un modèle qui permettra de prédire qui est
qui est susceptible d'acheter quoi. Ici, ça serait qui est susceptible de répondre à quel traitement. D'accord ? Donc il y a un petit peu, évidemment, les mêmes outils méthodologiques qui sont utilisés. Nous avons participé avec un modèle particulier. Bon, il y en a d'autres qui seraient possibles, mais qui essaient d'exploiter à la fois les descripteurs des molécules et les descripteurs des personnes pour aboutir à un modèle joint avec des noyaux dans ce cas-là, peu importe. Et on peut montrer que effectivement, un petit peu comme dans les autres disciplines, il y a de l'apprentissage qui a lieu, donc on peut tuner les paramètres. Selon les descripteurs qu'on prend, on a des performances qui varient. Donc disons que ce n'était pas évident au début, mais on peut vraiment essayer de résoudre ces problèmes comme des problèmes de machine learning pour le choix des livres par des agents, où la question des descripteurs des agents, la question des descripteurs des livres se pose, et on peut vraiment faire de l'apprentissage. Voilà, donc pour la petite histoire, on n'a pas gagné ce challenge, mais on a eu un prix quand même. Et la chose intéressante, c'est que quand on prend le résultat du challenge, en fait, de même, c'est un petit peu comme à Kaggle ou dans les KIDD Cup ou autres, les vainqueurs, ce sont essentiellement des groupes qui font du machine learning avec les outils très similaires à ceux qu'on observe dans d'autres domaines d'application. D'accord ? Donc en fait, c'est clair que cette question de dire quel est le traitement à donner à quel patient, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est d'utiliser des outils de machine learning similaires à ceux qu'il y a dans d'autres domaines, avec beaucoup de données, et plus il y aura de données, plus les modèles seront performants. Voilà, si vous êtes intéressé, il y a d'autres challenges. Voilà, par exemple, ceux qui sont en cours, il y a des questions sur le Alzheimer Disease Big Data, sur la détection des mutations dans les cancers et sur la réponse à des traitements dans une autre pathologie. Donc tout ça, c'est clair, c'est un domaine qui avance très vite. Les gens génèrent des données, ils se posent des questions. Je pense que c'est un domaine un peu plus ouvert en termes de données que d'autres domaines, parce que les données sont beaucoup générées par des consortia publics. Et il y a un esprit assez positif de partage dans ces questions. Voilà, j'ai terminé ici. Donc si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci Jean-Philippe pour cette présentation tout à fait passionnante. Est-ce qu'il y a des questions? Pourtant, c'est des choses qui parlent aux personnes, je dirais, directement. Il y a une question ici, voilà. Une question qui est presque intéressée. Au début de votre passionnant exposé, vous avez dit que la moitié d'entre nous auraient leur génome enregistré dans les 5 ans, et puis vous avez évoqué le cancer. Alors, est-ce dire que nous sommes la moitié à être destinés à avoir un cancer, ou bien il y aura d'autres utilisations du génome? Non, c'est la deuxième option, c'est-à-dire le taux, non. Il n'y a pas encore 50% enfin ça dépend des classes d'âge, mais à toute classe d'âge, on est toujours à tous 50% de risque de cancer. Non, et effectivement, quand je dis qu'on va tous être séquencés, ça a commencé. J'avais juste un slide avec un logo. Vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise 23andMe. C'est une entreprise fondée par l'ex-femme d'un fondateur de Google, dont le business est d'envoyer un kit aux gens. Donc aujourd'hui, pour 99 $, vous pouvez sur Internet le faire tout de suite. Ils vous envoient un kit, vous crachez dedans, vous le renvoyez et ils vous transmettent votre génome. Alors, ce n'est pas le génome complet, c'est juste les positions qui changent, mais c'est les données qu'on utilise pour le challenge, par exemple. Quand ils vendent ça, ils ne disent pas que vous allez avoir le cancer. C'est clairement que grâce à ça, d'une part, alors il y a des petits problèmes légaux en ce moment, mais ils vous fournissent un tableau avec des centaines de paramètres. Certains sont assez sont marrants, du genre vos origines, et d'autres, c'est l'évaluation de risque de toutes les pathologies qu'ils ont commencé à stocker. Et donc le type d'application, c'est plutôt ça, c'est qu'une fois qu'on a ces données, on peut relier ça à tout un tas de choses, quoi. Notamment des risques de maladie, mais enfin, maladie, je dirais pas forcément de maladie, mais de choses qui peuvent arriver dans la vie qui sont liées au génome. Il n'y a pas que des maladies. Tout à fait. C'est d'ailleurs, je crois, le cas de l'ex-mari de la fondatrice qui, depuis qu'il s'est fait séquencer, va à la piscine tous les jours.
Non, je disais que, pour la petite histoire, donc oui, certaines personnes qui se font séquencer, on leur apprend qu'il y a un risque un peu supérieur à la moyenne de développer Parkinson avant 60 ans, ce genre de choses. Et c'était le cas de l'ex-patron de Google, à ma connaissance, c'est ce qu'il y a dans les journaux. Hein, et donc, on lui a dit il faut aller à la piscine très souvent pour diminuer le risque, et donc il va à la piscine très souvent. C'est pas forcément positif, mais effectivement, aujourd'hui c'est comme ça coûte $100. Et je connais beaucoup de gens qui ont des enfants et dès la naissance, envoient le génome, vérifient le génome de leur enfant, quoi. Je pense que c'est vrai que, disons que, étant donné que l'approche préventive en médecine reste quand même globalement limitée malgré tout, le fait de se faire séquencer son génome et de voir quelles sont les probabilités qu'on a d'attraper telle ou telle pathologie va être quand même générateur d'un stress extraordinaire pour beaucoup de gens. Donc, même si c'est, voilà, je veux dire, faut-il vivre sans savoir, ou bien dire tiens, je viens de voir ça, il y a une probabilité de temps, même si elle est de 30% ou 20%, c'est pas négligeable, etc., etc. Donc, est-ce que c'est pas ça qui va causer d'ailleurs d'éventuels problèmes? Donc, je pense que c'est des vrais quotients sociétals. Je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut se construire des nouvelles maladies assez facilement maintenant. Et donc des nouveaux traitements. Il y a une question de Stéphane. Non, où on comprend bien les motivations, en particulier pour optimiser les traitements. Donc, le recours au machine learning, ça paraît clair, de chercher à prédire l'occurrence de maladies, la réponse à différents traitements. On imagine que les données sont extrêmement complexes. C'est des séquences ou des signaux, des spectres, etc. Et justement, est-ce que le challenge va permettre d'avoir la meilleure règle de prédiction sur l'étagère, mais est-ce qu'elle est performante aujourd'hui? Est-ce que le niveau de prédiction atteint les espérances, quoi? Ouais, très bonne question. Non, aujourd'hui, alors ça dépend des challenges, mais ceux que j'ai montrés, la performance est très décevante. Alors c'est des challenges, je pense, quand ils ont été lancés, les gens ne savaient pas trop. Ils disaient, on va donner ces données aux experts mondiaux du machine learning, on va voir ce qu'ils vont faire. Sur le challenge de toxicogénétique, là, je ne sais pas s'il y a les chiffres, si tu as pu voir les chiffres. Non, ils sont pas. Heureusement, il n'y a pas les AUC bruts. Mais en termes d'AUC, donc pour ceux qui connaissent, l'AUC c'est un critère, l'air sous la courbe ROC. 50% c'est aléatoire, 100% c'est bien. Les vainqueurs, je crois, étaient à 53%. Donc c'est qu'il y a un tout petit signal. D'ailleurs, c'était peut-être ici, là. Moi, c'est des résultats de cross-validation. Si tu as des bons yeux, là, c'est la courbe, les valeurs d'AUC. Rouge, c'est qu'on n'apprend rien, on a 50%, donc là, il n'y a pas de signal. Et en jaune, on monte à 53%, donc c'est significativement différent, mais c'est très très mauvais. Donc ça ne permet pas d'améliorer le traitement. Alors ça, c'est ce challenge. Après, c'est une question un peu ouverte. Hein. Je mentionnais qu'il y a un traitement, il y a un outil aujourd'hui utilisé en cancérologie pour faire du pronostic. Lui a une AUC de 70%, 75%, donc qui est utilisé, quoi. D'autres questions? Patrick? Ouais, moi j'avais une question un peu générale sur la place ou l'importance du machine learning, quoi, dans ce travail, quoi. Et donc un petit peu sur l'interaction biologiste et puis les gens qui ont un profil comme toi, quoi, comment vous travaillez ensemble, et est-ce que le machine learning c'est un peu la cerise sur le gâteau ou est-ce que c'est plus, quoi? Alors, je suis biaisé. Juste avant que tu répondes, je voudrais juste prolonger la question, parce que j'avais une interrogation un peu comparable. Qu'est-ce qui est spécifique à l'aspect vraiment biologie dans ce que tu fais? Est-ce que les méthodes appliquées, etc., sont finalement transposables à autre chose? Est-ce que la biologie là-dedans, c'est des données seulement? Ou est-ce qu'il y a quand même des méthodes, j'allais dire, vraiment spécifiques? Oui, alors, bon, je suis très biaisé, hein, parce que moi, mon travail, c'est de faire du machine learning là-dedans, donc j'aurais tendance à dire que ça joue un rôle important. En gros, il y a deux choses. Comme ces challenges le montrent, les biologistes, les médecins observent qu'ils génèrent des datas et observent qu'ils sont incapables, sans parler de machine learning, mais ils sont incapables d'en tirer l'information. Donc on génère un patient et il y a le traitement de bas niveau qui donne la liste des centaines de mutations ou des milliers de mutations qu'il y a dans telle tumeur. Donc un médecin face à ça ne peut rien faire. Et ils ont compris, ou certains ont compris, qu'en faisant ce genre de challenge, il y a des gens, statisticiens, machine learning, qui sont capables de prendre ces données, de faire des modèles et de faire des prédictions qui marchent plus ou moins bien.
Donc clairement, il y a une connaissance qui apparaît sur le fait, alors c'est vu de très loin, du côté des biologistes, des médecins, mais certains comprennent que de toute façon il y a un besoin et qu'il y a une communauté qui peut répondre. Il se trouve que pour les questions que j'ai présentées, comme je disais, les gens qui gagnent les challenges, il n'y a pas que des machine learning qui participent au challenge, hein, il y a aussi des gens qui ont les données, qui se disent bah voilà, comment prédire, je peux regarder, je peux faire la visualisation. Il se trouve que ceux qui sont en haut du classement, c'est les random forest, les SVM, les factorisations de matrices, donc c'est les outils de machine learning assez avancés. Donc ça contribue énormément à populariser le machine learning. Après, est-ce que c'est du machine learning spécifique à ces questions? Oui et non, c'est-à-dire quand je dis c'est des SVM, des random forest qui gagnent, ça c'est pas spécifique, et quelque part le challenge dont je parle avait été formaté comme un problème non spécifique, parce qu'il y avait déjà des matrices hein, où on disait bah voilà, là il y a 1 million de nombres, là il y a 10 000 nombres, faites une factorisation de matrice. Bon, il n'y a pas besoin de connaître de biologie. Je pense que néanmoins les progrès, là, on est à 53% d'AVC, les progrès possibles vont s'appuyer sur les connaissances biologiques, et notamment parce que on est dans un monde où il y a beaucoup de descripteurs et peu d'échantillons, donc en tout cas théoriquement on peut dire que pour améliorer les performances, ce qu'il faut c'est pas attendre d'avoir un nombre infini d'exemples pour que ça converge vers l'optimum, mais c'est que pour n fixé, si on a juste 1000 patients, il faut améliorer les contraintes qu'on met sur le problème, et ces contraintes peuvent venir des données biologiques. Donc c'est ce que nous on essaie de faire. Je dois dire, j'ai pas vraiment de big success story à présenter qui démontre que grâce au fait qu'on sait que c'est des génomes, etc., on peut booster la performance de 10%. On a des petites choses, mais c'est clairement l'axe de recherche que nous on développe. Il n'y a pas encore de gros success story. Mais tu n'as pas complètement répondu à ma question. Qu'est-ce qui est dans les méthodes et techniques, est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à la biologie? Est-ce que là, si tu avais d'autres données, finalement, la biologie, j'allais dire, c'est un cas c'est une application, ou est-ce que c'est plus qu'une application? Il y a des choses dans le traitement du big data, dans les approches, dans la méthode, qui sont vraiment spécifiques à la biologie. Alors, moi je dirais que pour moi, la manière dont nous on le fait, c'est d'utiliser des outils classiques de machine learning, mais en y incorporant une couche spécifique. C'est ce que j'appelais rajouter des contraintes. Donc par exemple, là, on sait que c'est des gènes qu'on mesure. On a des connaissances a priori sur les interactions entre les gènes, sur leurs fonctions. Et donc, plutôt que de faire des support vector machines normales, et là, c'était le cas, là je parle de noyaux, on a pris en compte les particularités des données, pour dire que là c'est une molécule, là c'est des gènes, etc. On a construit des représentations des données spécifiques, donc là c'est un petit peu le domaine de construire des features, des descripteurs sous forme de noyaux, et ça a amélioré les performances que si on avait juste pris la matrice de données initiale. Ça améliore un tout petit peu la performance. Mais donc c'est un petit peu ça que moi je vois comme adapter les méthodes qui marchent en machine learning, parce qu'on sait que si ça marche, ça marche. Mais il y a quand même des endroits où on peut les rendre un peu spécifiques, et notamment sur le type de données, sur les contraintes biologiques qu'il pourrait y avoir dans les données. La connaissance a priori, quelque part. Je vois bien. Il y a une question de Pierre. Quoi. Oui, pour compléter la question de David et faire liaison avec hier, donc là tu as beaucoup parlé de machine learning, mais pour ce qui est en fait de l'analyse des données, mais pour la gestion et le stockage de ces données, est-ce que vous allez utiliser des clouds standards, ou est-ce que il y aura des besoins spécifiques pour les données médicales, et en particulier pour tout ce qui est confidentialité? Parce que là, quand on rentre comme patient dans un hôpital, je pense qu'il faut nous demander notre autorisation avant de séquencer notre... Tout à fait, tout à fait. Ça c'est clairement, donc moi je ne suis pas moi l'expert, mais en tout cas c'est clairement une des questions clés aujourd'hui sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, et il n'y a pas de convergence. Donc d'une part, il y a un besoin, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas tenir avec l'organisation qu'on a encore, mais de stocker sur un serveur en interne, etc., parce que les volumes de données augmentent trop. Je vois à l'Institut Curie, on a fait pas mal de benchmarks, etc., d'audits pour savoir, donc les solutions, c'est est-ce qu'il faut un cloud sécurisé personnel, est-ce qu'il faut un cloud fermé, est-ce qu'il faut aller sur le cloud, mais aujourd'hui on n'est pas prêt à le faire pour des questions de confidentialité. Je pense que personne ne sait aujourd'hui, donc il y a différents instituts qui prennent différentes stratégies, mais c'est clair, par exemple le projet 1000 cancers, 1000 génomes, c'est pas des cancers là, mais 1000 génomes, lui, c'est un projet américain qui, au début, il était censé être abrité par l'université, puis finalement il y a eu un deal avec Amazon pour qu'il soit stocké sur le cloud d'Amazon.
on y accède après avoir signé quelques papiers. Mais donc là, mon sentiment, c'est qu'on va vers ce genre de solution parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à terme, la solution dont tout le monde rêve, c'est d'avoir une assurance à 100% qu'on peut mettre des données sur un cloud public, mais qu'elles restent privées. Et du coup, ça permet de résoudre ça, mais les gens sont encore hésitants sur ça. C'est pas spécifique aux données de santé, mais sur la confiance qu'on peut avoir quand on met les données sur Amazon ou ailleurs, quoi. La sensibilité des données, oui. D'accord. D'autres questions? Il y en a une là. Monsieur de Vimoer. Okay. Bonjour. En fait, vous utilisez quel type de modèle pour détecter des anomalies sur les cellules de cancer? Quelle sorte de modèle? Quelle sorte de modèle mathématique ou de technique? Oui, le modèle mathématique ou statistique pour détection d'anomalies pour les cellules de cancer. Détection d'anomalies, il y a beaucoup d'anomalies possibles, mais par exemple, quand je montre ce dessin, ça résume des anomalies qu'on a mesurées. Donc c'est des anomalies, ça peut être des lettres d'ADN qui ont changé, des mutations, ou alors ça peut être des chromosomes, par exemple, qui ont changé, réduit en taille ou qui ont fusionné. Donc les techniques mathématiques, en fait, il y a tout un process. Il y a une machine, un séquenceur qui va générer des données, qui sont des courtes séquences. Ensuite, les outils mathématiques, à partir de... séquençage va produire des millions de courtes séquences, et il y a des mathématiques et de l'informatique pour, à partir de ce fichier de millions de courtes séquences, reconstruire le génome et trouver les anomalies. Et ça fait appel à des outils algorithmiques de reconstruction d'une longue séquence à partir de pièces du puzzle. Ensuite, il y a des outils plus statistiques du genre modèle graphique, pour, comme il y a du bruit, pour intégrer un modèle de bruit avec l'évidence et en déduire qu'il y a sans doute une mutation ici. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand je montre cette image, en fait, chaque couleur ici a une pondération qui est sa probabilité. On est dans un domaine où les données sont bruitées, où il y a beaucoup d'approximations. Donc, je dirais, il y a beaucoup d'outils probabilistes pour arriver à l'image où on capture les anomalies. Merci. Je vous propose de s'arrêter là et de poursuivre le débat éventuellement lors du déjeuner. Donc, merci encore Jean-Philippe. Merci.